Bonsoir à tous. Merci une nouvelle fois de votre présence ce soir pour clore ce cycle en relation avec l'exposition Après Babel Traduire, que vous pouvez toujours voir au MUCEM, et ce jusqu'au 20 mars prochain. Donc c'est ce soir, toujours avec les étudiants de Sciences Po, que je remercie. Et ce soir, ce sera Laurane, Joris, Soukaina et Nejma qui vont animer toute cette rencontre. Je remercie donc une nouvelle fois et pour tout le travail qui a été entrepris cette année, Roxana Nadim et Sciences Po Ex, ainsi que Zibline, bien évidemment, Agnès Fréchel et Marc Voiry. Ce soir, ce sont les lycéens du lycée Saint-Charles qui sont nos partenaires et qui vont poser également des questions à nos deux intervenants. Donc toujours autour de la thématique savoir-faire avec les différences, autour de la relation à l'autre, avec Barbara Cassin, évidemment, donc la commissaire de l'exposition, philosophe, philologue, et Majid Cherfi, auteur, qui va venir parler notamment de son livre « Ma part de Gaulois ». Donc tout de suite, sans plus attendre, je les appelle à nous rejoindre et je vous souhaite une bonne séance. Merci. J'ai pris des bouteilles d'eau, mais que pour nous deux. Ok. Parce que là, je vois que... Ah, il y en a plein, pardon. Alors, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors tout d'abord, merci d'être si nombreux ce soir pour cette dernière conférence du cycle de conférences qui ont trait à l'exposition. Alors ce soir, tout d'abord, avant de commencer, et au nom des étudiants de Sciences Po Ex, on voudrait tout d'abord remercier l'équipe technique du MUCEM qui nous a beaucoup aidés sur ce projet. Agnès Fréchel et Zibline, évidemment, et bien sûr Roxana Nadim, qui nous a beaucoup soutenus dans ce projet. Alors donc ce soir, on se retrouve pour cette dernière conférence qui s'intitule donc Savoir-faire avec les différences, ma part de l'autre. Et on reçoit donc Barbara Cassin et Majid Cherfi. Alors, tout d'abord, on va vous présenter. Barbara Cassin, bonsoir. Vous êtes donc commissaire de l'exposition Après Babel Traduire, mais vous êtes aussi et surtout directrice de recherche au CNRS, philosophe et philologue. Alors c'est à moi que revient la tâche de résumer en quelques phrases votre parcours. Vos travaux de recherche se centrent aujourd'hui sur les dangers de la langue unique et la nécessité d'apprendre plusieurs langues dès l'enfance pour se forger une identité. Vous avez dirigé en 2004 la publication du vocabulaire européen des philosophies, sous-titré Dictionnaire des intraduisibles, et on en parlera tout à l'heure. Et vous parlez de ces intraduisibles comme des mots non pas que l'on ne peut traduire, mais de ceux que l'on ne cesse de traduire et que l'on doit traduire encore et toujours. Et vous venez de publier Éloge de la traduction, compliquer l'universel. Vous racontez souvent que vous êtes devenu philosophe un peu par hasard, alors que durant votre jeunesse, un certain René Char vous disait « tu es poète ». Il y a un problème là, Barbara. Tu accrédites. J'ai pas dit ça souvent. Un tout petit peu. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir Barbara Cassin, bonsoir Majid Cherfi. Puisqu'il est question de poète, vous, Majid Cherfi, poète des quartiers nord de Toulouse, vous êtes aussi chanteur, acteur, écrivain et parolier. On vous connaît en tant que chanteur et parolier du groupe Zebda, mais aussi en tant que chanteur solo. Vous sortez d'ailleurs votre prochain album Catégorie Reine à la fin du mois de février. Et on vous connaît aussi désormais... Ça me va. On vous connaît aussi désormais en tant qu'écrivain. En 2004, vous publiez Livret de famille chez Actes Sud, suivi de La Trempe en 2007. Et toujours chez Actes Sud, vous venez de publier Ma part de Gaulois. Donc c'est une œuvre de poète et d'écrivain. Et c'est plus qu'une simple biographie, vous décrivez le récit d'une quête d'identité d'un jeune adolescent qui se balance constamment entre deux cultures, entre deux pays, entre deux langues, parfois même plus.
Super. Il fallait vous féliciter, je sais pas. Bonsoir à tous, bonsoir public, bonsoir Barbara Cassin, bonsoir Majid Cherfi. Nous sommes très heureux de pouvoir échanger ce soir avec vous autour du thème suivant, savoir-faire avec les différences, ma part de l'autre. Donc la langue et le rapport aux mots seront au cœur de notre questionnement ce soir, en gardant également toujours en tête le lien avec l'altérité. On souhaitait d'abord voir avec vous comment la langue permettait la compréhension du monde, mais également comment la langue et la construction identitaire allaient de pair. Enfin, pour clore cette discussion, on souhaitait aborder le lien étroit qui existait entre langue et politique. On remercie également les lycéens du lycée Saint-Charles, présents ici ce soir, qui ont travaillé avec leurs professeurs de lettres sur vos ouvrages. Ils avaient des questions à vous poser et certaines ont été retenues et seront diffusées. Alors... Et enfin, excuse-moi, on vous laissera la parole à vous, public, à la fin de cet échange pour que vous puissiez poser vos questions et nos invités vous répondront. Oui, enfin, si Peut-être. Voilà. Peut-être. Merci Barbara. Alors, entrons dans le vif du sujet. Alors, je voulais vous demander comment le fait qu'on parle une langue ou une autre, ou bien encore plusieurs langues, façonne notre manière de voir les choses, de voir le monde qui nous entoure, même ce qu'on ressent, de le comprendre. Et je voulais savoir s'il existe quelque chose, un universel hors de notre conception, qui serait façonné par notre culture, par notre langue, Barbara Cassin, si cet universel qu'on complique, s'il existe vraiment. Moi, je crois que l'universel, c'est toujours l'universel de quelqu'un. Et c'est ça qui me dérange beaucoup dans l'universel. C'est qu'on croit que c'est universel, mais en fait, c'est son universel. Et mon universel, il est plus universel que le tien. Et en gros, c'est toujours ça qu'on dit. Donc ça me dérange beaucoup, l'idée d'universel. Et c'est une idée très philosophique. Et finalement, moi, je dirais plutôt que chaque langue est une manière de voir le monde, de l'ouvrir. Bon, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Troubetskoy, bon, peu importe, qui dit, voilà, chaque langue, c'est un filet jeté sur le monde. Et donc, ça, selon l'endroit où on le jette, selon la taille des mailles, etc., ça ramène d'autres poissons. Ben moi, je crois que c'est ça. Pour moi, il y a des mondes, et puis l'idée d'un monde commun, très bien, mais faisons-le. Je veux dire que ce n'est pas tout donné. Voilà, c'est plutôt comme ça que je verrais la différence des langues et la diversité des langues, comme incitant à construire, et n'étant absolument pas du donner, parce que dès qu'on prend ça pour donner, ben, on se l'approprie, et c'est ça. Je ne sais pas si vous avez vu dans l'exposition, il y a un truc qui s'appelle le mur des barbares, enfin qui ne s'appelle pas comme ça, mais que moi j'appelle le mur des barbares. C'est vrai que je suis philosophe, c'est vrai que je suis helléniste, que le grec m'a beaucoup apporté comme langue autre. On en a parlé hier. Bon. Et c'est vrai aussi que s'il y a un endroit où je ne suis pas grec, c'est bien dans l'idée qu'il y a plusieurs langues et non pas le langage. Parce que les Grecs, ils avaient un seul mot, logos, pour dire langue, langage, raison, y compris leur langue grecque. Et tous les autres, ceux qui ne comprenaient pas, c'était des barbares, qui faisaient blablabla, Babel, Babil, berbère, barbare, bon, tout ça c'est le même mot. Donc moi, mon idée, et c'est pour ça que j'appelle ça compliquer l'universel, mon idée c'est qu'il faut vraiment se méfier de l'universel, car c'est toujours l'universel de quelqu'un, comme le logos en fait c'est la langue grecque, et que du coup arrivent des choses à partir de là absolument dramatiques. Voilà. Merci beaucoup. On va enchaîner. Donc, une des premières interrogations qu'on s'est posées concerne l'intitulé même de cette conférence, Savoir-faire avec les différences, ma part de l'autre. Donc, Barbara Cassin, vous avez déclaré en 2014, lors d'un entretien au magazine... Là moi, j'ai celle-là. Vas-y. Vous avez déclaré « Le plurilinguisme donne le meilleur des modèles politiques. Il nous faut apprendre à délibérer, agir avec toutes nos différences. » Donc, selon vous, comment le plurilinguisme, c'est-à-dire le fait de parler plusieurs langues, nous permet de nous rapprocher et de rendre intelligible le monde qui nous entoure, de mieux saisir ces différences? Eh oh, eh
C'est à toi de répondre. Non, je répondrai en temps voulu. C'est pour toi, Barbara. Bon, alors... Vous parlez souvent de l'Afrique du Sud. Avez-vous d'autres exemples ou des exemples d'autres pays où le fait d'imposer une seule langue aurait créé des dégâts? Mais en Afrique du Sud, on n'a jamais imposé une seule langue. Hein. C'est pas ça. C'est plutôt qu'il y avait des langues de dominants qui disaient des choses atroces. Mais c'était pas en tant que... Bon, ce qui s'est passé en Afrique du Sud de beau, c'est que au moment de la commission Vérité et Réconciliation après l'apartheid, la commission, au moment où s'est dessiné la commission Vérité et Réconciliation, qui, je peux expliquer en 3 mots ce que c'est. C'est le moment où à la fois ceux qui avaient commis des crimes et ceux qui en avaient subi se sont retrouvés pour tout dire. Et tout ce qui était dit était amnistiable et amnistié. Et tout ce qui n'était pas dit était punissable de prison, et très gravement punissable. Et quelle était l'idée là-dedans? L'idée, c'était d'arriver à justement fabriquer un monde partagé. C'est-à-dire que déjà, le passé soit commun, que tout soit dit de manière à ce que le passé soit commun, et d'autre part, qu'il y ait, c'est une très belle expression, je trouve, ça renvoie à compliquer l'universel, qu'il y ait assez de vérité pour, pas la vérité, mais assez de vérité pour fabriquer un monde commun, fabriquer le peuple arc-en-ciel. Bon. Donc là, il n'y avait pas une langue, il y en avait 11, qui ont été 11 langues nationales. Bon. Et la Constitution, elle a été écrite dans ces 11 langues. Et dans ces 11 langues, dans ces 11 constitutions, il y a eu un mot qui est resté identique, et qui était un mot zoulou, c'est Ubuntu, qui est maintenant le nom d'un logiciel libre, qui est maintenant le nom d'une espèce de Coca-Cola un peu dégueu. Et bon, Ubuntu, ça veut dire, quand on demande à un Zoulou, ça veut dire quoi? Il dit « nous sommes donc je suis ». Bon. Donc c'était quelque chose comme ça, c'est-à-dire une espèce de cohérence et de fellowship, si on le dit en anglais, de réconciliation, si on le dit en français. Et cela a fabriqué... Enfin, ce qui était intéressant, c'est que ce terme zoulou était un terme à la fois intraduisible et partagé. Voilà. Bon, c'est tout. Mon expérience de l'Afrique du Sud, des langues en Afrique du Sud, c'est ça. D'accord, mais vous avez d'autres exemples de pays où on aurait imposé une langue et ça aurait créé des dégâts? Parce que presque tous, il me semble. L'Espagne, la France. C'est pratiquement toujours le cas. Enfin, bon, on voit bien ce que l'autre exemple massif, et il faudrait faire une exposition là-dessus, c'est les langues de la colonisation. C'est quoi ça? Ben, justement, c'est très ambigu, parce que le français imposé, par exemple en Algérie, c'est à la fois une langue de domination, une langue de cohésion, et une langue qu'on peut s'approprier comme un butin de guerre. C'est ce qu'on voit aussi dans l'exposition. On voit le manifeste de la Soumam, qui met fin à la guerre d'Algérie et qui est écrit donc par le FLN en français, avec cette idée que eh bien, le français est un butin de guerre, comme dit Khatab Yassine. Et ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que, au fond, toutes les langues, quand on les impose, sont dangereuses, et quand on se les approprie, sont bonnes. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. Donc il n'y a pas en soi une langue mauvaise et une langue bonne. Mais il y a des langues qu'on impose malgré ceux qui en parlent d'autres. Voilà, c'est tout. D'accord, merci beaucoup. Et puis, il y a aussi... ça me fait pas, quand j'entends ce que tu dis, je pense à ma mère qui, quand elle est arrivée dans les années 60, mes parents ont eu leurs premiers enfants, et très tôt, alors donc les premières années, on parlait berbère, ouais. Parce que mes parents sont kabyles, on parlait kabyle, et ma mère s'est affolée parce qu'on ne parlait pas français et on galérait dans la rue. Et elle a obligé... Enfin, mon père a parlé français, mais il ne savait pas parler français. Donc ils se sont mis à baragouiner une langue.
Et ben, c'était vraiment une urgence absolue. Arrête de me parler en kabyle, parle-moi en français. Donc elle l'a forcé pour que nous on accède à cette langue. Et je me souviens entre autres phrases, quand elle nous parlait, un jour elle nous convoque tous les 7 et je ne sais plus, elle en prend un au hasard, peut-être c'était moi, je ne sais plus, elle dit Tival, je t'ai dit, tu vas à la sécurité, tu montes sur la étage, tu donnes le cachet du dessert. Quoi? Et on était tous les 7 ahuris. Qu'est-ce qu'elle dit, cette connasse? On ne comprend même pas sa langue. Mais c'est quoi cette langue de merde qui nous parle? Qu'est-ce que tu dis? Je t'ai dit, tu vas à la sécurité, tu montes sur la étage, tu donnes le cachet du dessert. Et elle cognait parce qu'elle voulait qu'on comprenne ce qu'elle croyait être du français. Et le cachet du dessert, il m'a fallu 20 ans pour comprendre que c'était le casier judiciaire. Imprononçable. Le cachet du dessert. Les cachets du dessert. Et nous, on allait se pointer à une pâtisserie, on se regardait, elle veut un dessert, mais elle mange pas de gâteau, cette connasse. Et on finit par haïr ses parents parce que, voilà, pour parler d'une sorte de langue, elle avait, voilà, elle s'était construit une langue, berbéro, arabo, français, et elle accrochait tous ces sons pour qu'on ait accès à la langue française. Et on a passé une période de haine et de rejet parce qu'on ne comprenait pas. Alors après, il y a eu les poum-téters. Alors je vais à l'épicerie et bonjour madame, je voudrais des poum-téters. Et elle me regardait, elle disait, toi tu es en danger, fais gaffe petit, c'est des pommes de terre qu'on dit. C'est pas poum-téters vert. Puis après les poros, les gorgettes et tout un tas de trucs qu'il a fallu corriger au fil du temps. Et donc, alors c'était aussi des histoires d'accent mêlés. Mais voilà, c'était. Nos parents ont eu une langue, qu'ils ont toujours d'ailleurs, hein, cette langue du français qu'ils ont tenté de s'approprier. Et parce qu'au fond, parler français, c'était parler la langue des ingénieurs et des docteurs. C'était pour les Algériens, ils connaissent ça s'il y en a, c'est mon fils. Parce que c'est pas le on est imprononçable pour un maghrébin, donc c'est le MON devient MO accent circonflexe. Mon fils, c'est cela, junior, docteur ou junior. Et du coup, le kabyle était devenu pour elle la langue des ânes et des imbéciles, des ânes battés. Qu'est-ce que vous faites avec cette langue? Puisqu'il n'y a pas de toubib, il n'y a pas de médecine, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de médicaments. Donc il faut éliminer cette langue. Et elle s'était pensée que c'est une langue. Parce qu'elle nous fait aller mieux. Merci à vous deux pour cet échange. Peut-être Barbara, tu veux dire un truc? Pardon, tu m'as coupé. Non, pas du tout. Non, mais, je pense que même en bon français, on peut dire il faut que tu sois ingénieur ou docteur. Et oui. Moi, on m'a dit ou avocat. Et ça me rappelle des blagues juives, si tu veux. Il y a mon fils avocat qui se noie. Oui, je le connais. Non, mais c'est absolument symétrique. Oui. Et je pense quand même juste une chose que je voudrais dire, c'est que c'est vrai que le français qu'on apprend à l'école, et on l'a vu hier, c'est une langue absolument super importante, qu'on l'apprenne bien, qu'on l'apprenne pour de bon, qu'on l'apprenne avec des textes, qu'on l'apprenne comme une langue de culture, et que tous l'apprennent comme une langue de culture. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, si en maternelle, au lieu de dire, ou en maternelle ou au début, dans les petites classes, au lieu de dire asseyez-vous et taisez-vous, et si vous parlez français, on ouvrait la classe en disant quelle langue parlez-vous? Il se passerait tout à fait autre chose. Et ta mère aurait peut-être pas réagi comme elle réagissait. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est une chose qui est à notre portée. Merci. Poursuivons maintenant cette discussion avec un extrait de vidéo. Un lycéen avait souhaité vous poser une question, Barbara Cassin. Vous disiez que vous étiez helléniste. Un clin d'œil au monde grec y est présent.
Bonjour, je m'appelle Malek et j'ai une question à poser à Barbara Cassel. À la différence de Platon, Socrate n'a jamais écrit et je voulais savoir si selon vous, la parole et l'écrit ont-ils le même impact? Barbara Cassin, votre réaction? La question, je la repose telle quelle. La parole ou l'écrit et l'écrit ont-ils le même impact? Et quelle distinction faites-vous à travers la philosophie comme support entre ces deux notions, l'oral et l'écrit? Mais c'est un cours de philo là que vous me demandez. Tout le monde va Un s'embêter. Mais bon, Socrate, il a jamais écrit soi-disant. Qui est-ce qu'il a dit? Celui qui a écrit pour lui, à savoir Platon. Donc c'est pas là qu'on va chercher. C'est pas dans les dialogues de Platon qu'on va chercher la différence. Enfin, Platon en fait toute une tartine de la différence entre la parole et l'écrit. L'écrit est orphelin, la parole est vive, etc. Bon, ok. On va laisser ça de côté. Moi, ce que je crois, c'est je crois rien là-dedans. Non, c'est vrai. Je pense que ce qu'il faut, c'est, si on peut, étudier des textes qui en soient. Ça peut être des discours, ça peut être oral, mais des choses qui soient autre chose que... c'est ce que disait hier Wiesmann d'ailleurs, autre chose que des bouts de journaux ou que des bouts. Je pleure de voir les manuels de langue qu'on impose aux enfants, qui sont des manuels de langue du genre alors où est la cuisine et comment on fait pour aller au cinéma et combien coûte ce ticket. Donc ça c'est épouvantable. Et quand je dis là, la différence entre l'oral et l'écrit, elle peut jouer, c'est-à-dire si on croit que ça, c'est ce qu'il faut savoir faire dans une langue, c'est grave. En revanche, moi, je me souviens de mes manuels, alors je suis peut-être rétro, je suis rétro, mais je me souviens de mes manuels où il y avait Daffodils. C'était nul peut-être comme poésie, mais c'était génial, parce que c'était beau, et qu'on pouvait en tirer quelque chose de ce que c'est qu'une langue. L'anglais était beau. Bon. Alors que « let's go to the pictures », c'est de la merde. Rien en faire. Mais ce qui est intéressant dans la différence entre l'écrit et le parler, c'est qu'il y a certaines langues, là je pense notamment à l'arabe dialectal, qu'on n'écrit pas nécessairement et qui ont besoin de passer par l'écrit pour exister. Je ne sais pas si elles ont besoin de passer par l'écrit, je ne sais pas. C'est vraiment là une question très compliquée de dire qu'il faut fixer les langues et qu'il faut fixer les langues orales pour en faire des langues écrites. D'abord, il ne faut rien. Une langue, ça se débrouille. Une langue, c'est quelque chose qui vit. Donc, il y a des centaines de langues qui ne sont que parlées, des milliers de langues qui ne sont que parlées, et qui vivent et qui meurent. Bon. Et puis, il y en a certaines qui sont d'abord parlées, et puis qui sont fixées à l'écrit. Et il se passe à ce moment-là un autre genre de vie. Je ne sais pas laquelle est la meilleure. Je pense que c'est très intéressant de travailler sur des écrits, parce que là, on a... Vous voyez, la Grèce, le grec des hellénistes, c'est un corpus fini, écrit. Plus personne ne parle grec ancien dans son berceau. Bon, c'est un corpus fini, écrit. Et malgré tout, il y a tout le temps des trucs encore à découvrir, comme si c'était une langue qui s'invente. Qu'est-ce qu'il y a à découvrir? Il y a à découvrir, au fond, la manière dont chaque auteur a inventé dans sa langue. Les auteurs grecs, c'est extraordinaire la manière dont chacun invente une manière de parler, sa manière de parler avec des écarts par rapport à ce qu'on imagine être la règle. Bien ça vaut dans l'écrit comme dans l'oral. Et ce qui me paraît le plus important, et le rapport entre écrit et oral, moi je le mettrais là, c'est est-ce qu'il y a un auteur ou pas? Est-ce qu'on dit quelque chose? Est-ce qu'on fait quelque chose avec sa langue ou non? Je me souviens de scènes très drôles quand on m'enseignait le grec. Bon, j'avais le même prof que Heinz Wiesmann hier. Il s'appelait Jean Bollack. Terrifiant. Bon. Et il n'arrêtait pas de... Vous savez comment c'est un texte grec quand on l'édite? Eh bien, on le lisse. Et tous les écarts, on dit « Oh, c'est des fautes, c'est le copiste qui s'est trompé ». Et on corrige. Et on donne une langue lisse qui a beaucoup moins d'intérêt.
Ce que faisait Bollack, de très intelligent, c'est qu'il prenait ce qu'il y avait au rez-de-chaussée de l'édition, c'est-à-dire l'apparat critique, il prenait les mots qui étaient dans les manuscrits et il les mettait en haut. Et il disait, voilà, maintenant c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Et si vous faites ça, vous réinjectez de l'identité et de la différence dans chacun des textes, comme s'ils étaient vivants. C'est ça que je veux dire. Donc, langue morte, langue vivante, pas sûr que ça soit une vraie fracture. Oral, écrit, pas sûr que ça soit une vraie fracture. La vraie fracture, c'est est-ce que ça dit quelque chose de singulier? Et comment ça plie la langue et comment ça fabrique la langue pour que ça puisse le dire. Et évidemment, si vous normez la langue et si vous corrigez, ben vous ne trouverez jamais rien de singulier. Merci Barbara Cassin. Allez, on sort du cours de philo en prenant un exemple un peu plus concret. Je me tourne maintenant vers vous, Majid Cherfi. La majeure partie de votre carrière a été marquée par la chanson, comme l'a rappelé Laurane, à travers le groupe Zebda. Comme l'a très bien remarqué Laurane. Comme l'a très bien remarqué Laurane. Et donc, de l'oralité, vous êtes maintenant à votre 3e publication. Comment vous nous expliquez finalement ce changement de support de la chanson au roman? Et qu'est-ce que vous apportez l'écriture en plus? J'ai débarqué dans un groupe. Des fois, l'artiste part seul. Et on ne sait pas pourquoi, un certain nombre de gens éprouvent le besoin d'être à plusieurs. Et certainement parce que quand on est un peu éclopé dans une expression artistique ou une expression quelconque, on marche en bande pour se colmater les uns les autres. Ça, je l'ai compris plus tard. Et nous, on était 7. Ça donne la dimension j'avais envie de dire, de l'éclope, de l'handicap, si tu veux. J'aime bien inventer un petit mot, on parle de langue. Voilà, donc on va inventer un mot, une éclope. D'un seul mot. Et donc, j'ai commencé... Qu'est-ce? J'ai l'air malin maintenant. C'est les cigarettes de ma femme. Et je me suis mis à écrire. Et tout de suite, les premières critiques ont fusé. Ouais, c'est pas assez fin, c'est un peu trop lourdingue, il y a trop d'humour, pas assez, c'est pas assez grave, c'est pas assez militant. Et je me suis retrouvé finalement, l'air de rien, avec une espèce de comité central qui disait voilà ce que vous avez à dire. Tu n'as pas à dire ce que tu as envie de dire, tu as à défendre la cause. Et nous qui étions des espèces de militants d'extrême gauche, un peu comme ça dans les quartiers nord de Toulouse, il fallait, puisque vous allez monter sur scène et prendre un micro, il faut que votre parole serve la cause. On n'a pas à te servir toi, tu n'as pas à te servir toi, tu as à défendre la cause. Et donc je me suis fabriqué Vous êtes senti enfermé quelque part? Oui et non, parce que c'était des idées auxquelles je croyais, la cause, la lutte des classes. Donc on commençait à me parler, je regardais nos parents, tous misérables, tous humiliés, tous éreintés. Et donc, le patronat, ouais, ok. Donc il y avait à la fois la bataille du racisme et la bataille des classes. Et donc ça m'allait, mais je dirais que sans être non plus militant. Et donc je n'ai fait que me cadrer à un discours en essayant de donner une poésie au combat politique. Et donc je ramenais des textes et ça passait par une espèce de comité central qui disait si j'étais dans la norme du combat et si c'était assez militant, assez léger mais pas trop, etc. Et j'ai fini par m'habituer comme ça à être, sans être en contradiction avec moi-même, j'étais pas moi-même. Parce qu'il y avait la part de l'intime. Et la part de l'intime, petit à petit, on me faisait comprendre que je n'avais pas à utiliser le jeu et je me suis normé sur le on. Et si on regarde l'histoire de Zebda, c'est quelques jeux au début qui sont transformés totalement en on. Et pour faire donc la différence avec le bouquin, c'est que là, tout à coup, je me suis retrouvé seul.
Et j'ai pu plonger dans mes entrailles sans que personne n'ait à me dire c'est militant ou c'est pas militant, etc. Donc j'ai retrouvé une intimité dans l'écriture, alors pas seulement romanesque, mais l'écriture solitaire. Alors que l'autre, dans le groupe, c'était une écriture collective qui devait rendre compte à la société, qui devait servir la cause, alors que dans le livre, je me sens pas, même si peut-être je la sers quand même, mais c'est pas un objectif prioritaire. Merci. Alors là, on va vous emmener ailleurs, on va vous emmener dans les étoiles. Alors, Dans les étoiles. Alors on a une constellation, c'est une pièce de l'exposition, donc, après Babel traduire. Et donc c'est une partie de la constellation autour de la nostalgie, de l'éloignement, de ce qu'on ressent quand on est éloigné. Donc on voit bien là qu'on a différentes façons d'exprimer ça. On a la saudade portugaise, brésilienne, capverdienne. Bon. On a le safar, le voyage, on a tout cet esprit, toutes ces notions. C'est le voyage, safar, c'est ça? Safar, c'est le voyage et l'éloignement. Et on a tout plein de visages de la nostalgie. On a ces nuances et ces différences. Donc, moi, ça me fait penser, Majid Cherfi, dans votre livre, quand vous dites qu'on ne dit pas félicitations en kabyle. Mais, oui, oui, c'est pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Il y a un moment où la langue kabyle, c'était, en tout cas déjà dans la tête de ma mère, ça vaut rien. C'est une langue qui ne nous élève pas socialement. Elle avait cette espèce de faut en parler comme ça, des jours de fête, couscous, macroute, tout ça c'est bon. Et après, pour l'élévation de l'esprit, elle est totale. En tout cas, c'est ce qu'elle s'était imaginé. Et je ne sais plus où je voulais en venir. D'accord. C'est tout mon charme. Votre question, pardon. On y revient. Alors dans ce cas, donc, pour exprimer ces félicitations, on n'a oui, pas voilà. de mots, mais on a un couscous et voilà, et on a un macroute. Donc on en revient à félicitations. Donc ce mot félicitations, c'est vrai que ça a été une espèce d'inaccessible étoile. C'était les quartiers, les populations immigrées. Tu n'avais pas un putain de félicitations qui rentrait dans les quartiers. Et donc, ma mère était là, mais moi, c'est ça que je veux. Est-ce que c'est possible? Alors, souvent, c'était un carton comme ça. Alors, il y avait à la fois le carton, il y avait aussi le mot en bas du bulletin trimestriel. Et elle voulait ce mot. Et donc, je crois que c'est elle qui a dû le dire. Après, moi, je l'ai récupéré, mais ça n'existe même pas en kabyle. C'est quand même fou, hein, qu'il n'y ait pas de mots pour dire ça. Mais en réalité, peut-être qu'il existe, mais oui. Qu'est-ce qu'on met au bas des bulletins en kabyle? Ça n'existe pas, les bulletins en kabyle? Et je ne sais pas. Ben voilà. Mais il doit y avoir, justement. Donc, je n'ai pas vérifié. Au bas des bulletins trimestriels, parce qu'il y a quand même des profs de berbère, donc ils mettent bien des appréciations. Et donc, moi, j'avais un mot, mais qui lui allait pas, c'était glhayafi. Et alors ça, je sais, je le comprends dans ma tête, puisque quand on félicite des mômes, dans le bled, on félicite, et donc j'entends moi ce mot-là, mais qui n'a pas cette ampleur pour ma mère. Mais parce que je pense qu'elle aurait aimé la réalisation concrète du truc. Et donc, il n'y a pas eu une réalisation assez majestueuse pour que dans sa tête existe ce mot-là. C'est intéressant. De félicitations. C'est qu'on ne met pas derrière un même mot, on ne met pas les choses, les mêmes idées, les mêmes concepts, ce qu'on a envie d'exprimer. Donc est-ce qu'on n'aurait pas besoin quelque part d'autre chose, peut-être d'un regard, d'un geste, d'un couscous, pour exprimer justement ce qu'on n'arrive pas à traduire d'un mot à un autre, surtout quand on veut passer d'une langue à l'autre? Je pense chanson, peut-être, aussi. Je pense que Barbara dirait... Fais voir. J'ose. Ouais. Mais je suis un mec qui ose. Vas-y. Je pense qu'elle dirait qu'il n'y a pas besoin qu'on ait la même signification pour chaque mot. Non. Parce que finalement, s'ils sont différents, ils apportent une variété de regards,
et que finalement, c'est l'aboutissement qui compte. J'ai envie de te dire bravo. Alors que ce soit bravo ou que ça ait une connotation plus aérienne, plus rationnelle, etc. Me trompe. Oh non, ne te trompe juste pas. Tu vois, peu importe. Oui, bien sûr. Qu'il n'y ait pas les mêmes mots au fond, si l'intention est là. Mais l'idée, c'est pas qu'il y ait le même mot, le même sens derrière les mots. C'est qu'on exprime ce qu'on a envie de dire dans un mot et qu'on n'arrive pas. Par exemple, on a envie de dire félicitations à son enfant et on ne peut pas le dire dans sa langue. Donc on doit trouver quand même d'autres instruments pour les transmettre. Alors après, ça dépend évidemment de ce que félicitation veut dire dans sa propre tête. Et je veux dire, moi, ma mère, si tu veux, était dans la situation de quelqu'un qui est une insatisfaction maladive. Et donc, elle va chercher plus loin des choses qui peut-être étaient là, tout près d'elle, qu'elle n'a pas vues. Peut-être que le mot, justement, en question, il était tout près d'elle, mais tu vois, qu'est-ce qu'on attend du mot? Je suis un petit peu philosophe, là. Qu'attend-on du mot? Même philologue. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci. Les lycéens du lycée Saint-Charles se sont également interrogés sur la question de la langue et de l'identité. Donc, ils ont une question à vous poser. À moi? Bonjour, je m'appelle Kilina et j'ai une question pour Barbara Cassin. Est-ce qu'apprendre une langue est, selon vous, le meilleur moyen de franchir les barrières sociales? Moi, c'est Barbaro. Donc, vous pouvez intervenir tous les deux sur cette question, bien sûr. Je n'ai pas bien entendu. Est-ce que la langue... Est-ce qu'apprendre une langue est le meilleur moyen de franchir les barrières sociales? Celle-là, je te la laisse. Bon, on est en France, maintenant. Apprendre le français pour de bon est un bon moyen de franchir des barrières sociales. Ça, c'est clair. Et quand je dis pour de bon, ça veut dire pour que ça vous soit une possibilité d'invention. C'est toujours ça. Qu'est-ce que c'est savoir une langue? C'est pouvoir inventer dedans. C'est pouvoir rêver dedans, pouvoir inventer dedans, pouvoir écrire dedans, pouvoir parler, pouvoir inventer des choses à dire qui ne sont pas encore dites. C'est ça, avoir une langue, posséder une langue. C'est juste ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de différence entre le fait d'écrire de chansons, le fait d'écrire de la philosophie. Pour moi, il n'y a pas de différence. Enfin, il y a des spécifications. Mais l'idée forte, c'est qu'on en fait quelque chose de cette langue, que ce n'est pas un machin figé. Bon, c'est un truc qu'on construit tous. Donc, évidemment que prendre part à la construction, c'est franchir les barrières sociales, c'est-à-dire c'est être inclus, si vous voulez. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, ce n'est pas être exclu. Voilà, c'est tout. Alors, moi, c'est comme ça que je répondrais. Maintenant, il est certain que dans toutes les langues, la manière de la parler désigne la classe sociale, ô combien en anglais. On a vu ça, il y a des films là-dessus entiers. Bon, voilà, quand je prononce comme ça, je viens de Tottenham Road. Bon, voilà. Et toi, tu es un peu toulousain, mais aussi un peu maghrébin, et tout ça, ça s'entend. Bon, et voilà, on fait avec ce qui s'entend. Vous pouvez d'ailleurs réagir, Majid Cherfi, selon votre expérience personnelle. Est-ce que vous pensez que la langue est un bon moyen de franchir des barrières sociales préétablies? J'ai envie de vous dire oui et non. C'est pour faire le... Vas-y, fais comme chez toi. Merci. Ce que je raconte dans mon bouquin, c'est l'histoire d'un mec. Donc, sa mère, elle le prend en grippe pour qu'il accède au savoir, qu'il accède aux mots. Et donc, elle s'arrange, elle met toute une mécanique en place. Elle voit que tout autour, les mots m'échouent. Elle se dit, voilà. Donc, je passe les détails de toute la mécanique qui vont faire que je vais, moi, accéder aux mots, accéder au code, à la conjugaison, à la grammaire, à la syntaxe. J'entre dans ma rue et j'utilise un passé simple, un imparfait. Et les mecs me regardent et me disent, mais t'es français, bâtard. Ils ne disent pas t'es pédé? Oui, en tant que PD. Voilà. Parce que justement, dans le bouquin, quand celui qu'on traite de PD, c'est celui qui est efféminé, et souvent, c'est l'érudit qui est efféminé. Quand c'est la loi du talion,
on parle d'une langue virile, donc une langue qui ne respecte pas les bonnes mœurs. Donc le français serait assimilé à cette langue efféminée? Oui. Parlez bien français. Parlez Oui. bien français. Ça, c'est féminin. Oui, c'est vrai. Mais je dirais que l'érudit est efféminé, puisque l'imbécile est brutal. Et donc, le fait de m'élever m'a mis en situation périlleuse, parce que je me faisais claquer la gueule chaque fois que je... Alors, je raconte l'histoire de l'adverbe aussi. Et tout à coup, on me dit, est-ce que tu veux venir avec nous au foot? Éventuellement. Oh, fais chier, pédé. Parle comme nous. Quoi? Tu dis oui ou tu dis non. Donc il y a une langue virile. Alors en même temps, donc l'apprentissage de cette langue m'élève. Parce que je vais pouvoir passer des classes, je vais pouvoir découvrir le monde, pouvoir lire, pouvoir comprendre les choses qui se disent, etc. Et en même temps, me fait abandonner les miens, parce que... alors quand ils disent français, c'est pas tant, si vous voulez, de devenir français, c'est ceux qui nous dominent et qui nous ont pas donné les codes à nous. Toi, tu les as pécho, je sais pas comment, parce que dans les bas-fonds, il y a toujours des itinéraires un peu prestigieux, ou dans les quartiers populaires, pour être plus raisonnable, il y a toujours... parce que ça existe. On peut partir d'en bas et avoir un trajet spectaculaire. Mais pour une infinité de personnes, la grande majorité va échouer. Et donc voilà, l'histoire, c'est un peu... C'est pour ça que je disais, ni oui ni non, vous perdez vos frères, et vous accédez à des stades supérieurs dans lesquels on ne vous accepte pas parce qu'on n'aime pas trop aussi ceux qui viennent d'en bas. Ça, c'est vrai. Mais il y a une chose que tu es en train de dire aussi, c'est que ce dont il s'agit, c'est des codes. Et donc, moi, c'est comme ça que je verrais la question. C'est comment vous accédez aux codes quand plus on que la langue française elle-même, c'est voilà. plus les codes. Comment vous accédez aux codes? Et du coup, si tu veux, moi, je suis aussi... bougnoule que toi par rapport à l'agrégation. Tu vois, l'agrég de philo, je l'ai jamais eu, je l'ai passé 10 fois, je l'ai jamais eu. J'ai pas accédé au code. Mais, oui, mais ma mère ne me félicitait pas, mais en même temps, elle me cognait pas. Bon, et à la limite, quelque part, elle était très contente que ça déconne, qu'il y a quelque chose qui marche pas. Ah, ben parce que ça veut dire qu'on n'est pas complètement assimilé. Et qu'on a donc une... C'est pas une part de Gaulois. Parce que la part de Gaulois, on l'avait grande. On avait toujours une part d'autre. Une part de Hongrois, que était ma mère, une part de Juifs, une part de... Enfin, tu vois, une part de pas tout à fait comme. Et ça, c'était très bien aussi de la maintenir. Le pas tout à fait comme. Donc voilà, c'est quoi exactement? À quoi on n'accède pas? Eh bien, c'est les codes. Voilà. C'est de ça dont il s'agit. Tout à fait d'accord. Et qu'au fond, d'ailleurs, moi, ce que j'ai voulu souligner, c'était ils ont la haine de la langue française ou du français, pas parce qu'ils n'aiment pas la langue française ou le français, mais c'est parce qu'on ne leur a pas donné les codes. Absolument. Et que... pour les avoir, il faut multiplier les combines, les efforts, Et c'est pour ça qu'en classe, il faudrait qu'il y ait au moins plusieurs codes possibles. C'est ça. Pas un seul code. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, moi, je me rappelle que quand on a débarqué dans cette école républicaine, laïque, obligatoire, on nous a pris comme des Français. Et on ne l'était pas. On ne l'était pas en particulier parce qu'il y avait aussi la guerre d'Algérie qui faisait qu'on a, nous, été infusés de la rancœur, d'un goût de vengeance, d'amertume. C'est les Français. Et... c'est pareil. Alors, Majid Cherfi, pour illustrer justement ce que vous étiez en train de dire, on a retenu une citation tirée de votre livre « Ma part de Gaulois » qui est derrière nous. « Mais si je continue d'apprendre, maman, je ne serai plus toi,
tu vas me faire ton pire ennemi. Je vais te crever, sentence, sois mon ennemi, mais sois. On en revient ici à ce que vous disiez, dans le sens où l'apprentissage du français vous a certes permis de franchir ces barrières sociales, mais la contradiction apparaît lorsque, au final, vous vous éloignez un petit peu de quelque chose. Et est-ce que vous avez eu le sentiment, finalement, au cours de cette construction personnelle, de trahir quelque chose, quelqu'un, vous-même, votre identité ? En tout cas, quand j'ai saisi la force du savoir, quand j'ai commencé à remplir les premiers formulaires d'allocation familiale ou autre, j'ai compris que je tenais ma mère à la gorge. Et puis mon père. Et à 11 ans, vous tenez vos parents à la gorge parce qu'ils vous disent « Je ne comprends pas, explique, explique ». Alors les premières fois, on explique. Puis après, quand on a pris une gifle la semaine d'avant parce qu'on n'a pas ramené une très bonne note, mon cul, je vais t'expliquer. Ou alors on dit le contraire. Ou alors on reçoit une lettre du bled et on raconte ce qu'on veut. Ou alors quand on écrit une lettre au bled, on écrit ce qu'on veut. Puisque tu m'as cogné. Et comme ça, voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Mais si je continue d'apprendre, oui, apprendre, c'était la soumettre. Puisqu'elle, elle se retrouverait dépourvue. Et tu me dis, apprends, mais plus j'apprends, et plus tu es à mon pied. Et elle prend conscience de ça. Parce qu'à l'adolescence, carrément, je la cloue au mur. On a 17 ans, et là, on abuse de tout son savoir, et on les tourne, on les retourne. Et elle a préféré ça. Supplicie-moi. Oui. Mais réussi. Sois bourreau, mais pas victime. Ne sois pas rien. Ne sois pas entre les deux. Il n'y a que deux catégories, puisqu'elle en avait analysé que deux. Il y a la victime, il y a le bourreau. Je vous ai fait pour être bourreau. On n'a été que victime. Je ne nous ai connus que victimes. Et voilà, une espèce de blanc et noir, sans nuance. Merci, Magid Cherfi. Je vous en prie. Alors, on va regarder une vidéo d'une lycéenne qui est originaire du Cap-Vert et qui est arrivée en France il y a 3 ans. Portugal. Du Portugal, d'accord. Et le créole, quel créole? Créole capverdien. D'accord. Et quoi d'autre, vous m'avez dit? Espagnol. Et espagnol. Vous rêvez en quelle langue? Ça dépend. Ça dépend. En toutes les langues, je crois. D'accord. Et vous pensez en quelle langue? Mélanger. Mélanger, d'accord. Quand est-ce que vous avez commencé à penser vraiment en français? Par exemple, mon cours. Quand on me pose une question, je réfléchis au français. Parce qu'il faut que ça vienne en français, mais sinon, quelquefois, je réfléchis au portugais. Et après, je trouve les mots en français. D'accord. Donc, vous traduisez en fait encore. Voilà. Alors, on a cette jeune fille qui est partie de chez elle pour arriver dans un nouveau chez elle. Et ça m'a fait penser à votre livre, La nostalgie, Barbara Cassin. Vous nous dites « On dirait que je rentre chez moi, mais ce n'est pas chez moi. Peut-être parce que je n'ai pas de chez moi. Ou plus exactement parce que c'est quand je ne suis pas chez moi que j'ai le plus le sentiment d'être chez moi. Quelque part comme chez moi. Quand donc est-on chez soi ?» Alors, c'est la question que je vous pose. Hein. Oui. C'est pas à vous de me la poser. Là. Ça ne marche pas, ça. Alors dites-moi, c'est où ce chez soi? Quand est-ce qu'on sait qu'on est chez soi? Quand est-ce qu'on le sent? J'ai une réponse à la fin, c'est quand on se sent accueilli. C'est ce que je dis à la fin de mon bouquin. C'est vrai qu'on est chez soi quand on est accueilli. Donc on peut être partout chez soi. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, je parle là d'une expérience que j'habite en partie. Enfin, j'ai une maison, en tout cas, en Corse, et que je suis vraiment pas corse, et que les Corses, c'est des Corses. Bon. Et moi, je suis une pinsoute. Mais je ne me sens pas ailleurs que chez moi en Corse, parce que j'ai été accueillie, vraiment. Et j'ai été accueillie, et qu'en plus, le monde que je vois de ma fenêtre, c'est-à-dire le monde qui se déploie, j'habite au bord de l'eau, bon, je vois le monde devant chez moi. Et donc, devant chez moi, parce que j'appartiens au monde là. Donc voilà, c'est tout. Je crois qu'on n'est pas chez soi quand on n'est pas accueilli, ça c'est clair.
Je te rejoins totalement. Vous vous sentez chez vous là maintenant tout de suite? C'est bien. Marseille. Je suis chez moi quand je peux voir aussi vraiment dehors. Je ne suis pas chez moi quand je suis bloquée, quand ma vue est bloquée. Là, je ne suis pas chez moi. Moi, je peux vous dire que je suis né à Toulouse, hôpital Lagrave. Je suis un putain de Toulousain. Oui, ça s'entend. Oui. J'ai jamais quitté Toulouse. Je ne peux pas dire que je me sente français. Là, vous voyez, on nous dit dans 2 mois, Marine Le Pen va être au second tour des présidentielles. Ma mère, depuis 50 ans, dès qu'elle entend le mot Le Pen ou Front National, elle met la main sur une valise. Ça y est, ils vont nous chasser. Marc, elle a fait la même chose pour Avec Mitterrand. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais c'était pas la gauche, c'était Mitterrand. Oui. C'est de lui. Mais je vais pas tout vous raconter de mon bouquin. Hein. Alors, il va falloir passer. Donc, c'est ma mère. Et elle passe sa vie une main sur la poignée de la valise. Je peux pas. Et donc, ça va durer combien de temps? Donc là, elle est très âgée maintenant, et elle est encore dans la terreur de ça. Donc, on est aussi dans ce lien affectif qui fait que je ne peux pas abandonner ma mère. Et donc, si elle n'est pas chez elle, je ne serai pas chez moi. Bon, c'était pour faire une petite... Mais c'est vrai. Alors, en fait, ça me permet de faire la transition avec c'est ce que vous racontez sur votre maman, parce que j'ai une petite question par rapport au fait qu'elle ait toujours la main sur sa valise. Est-ce que, à force, finalement, elle, comme vous, vous n'êtes pas un peu fatiguée de constamment se sentir chez quelqu'un d'autre? Et en fait, on avait relevé une citation dans Ma part de Gaulois, puisque vous écrivez « On se prétendait français, mais on disait eux. Marre de ce eux et pire de ce nous. On aurait donc, sans s'en rendre compte, 2 façons d'être, 2 façons de penser, 2 lobes autonomes qui résonneraient en fonction de la présence des blancs ou pas, fatigue. » Alors du coup, ça nous permet de faire la transition sur cette notion de fatigue identitaire. Et en fait, on voulait vous faire d'une pierre 2 coups. D'abord, vous demander si aujourd'hui vous êtes encore fatigué, identitairement parlant. Et... Oui, j'ai inventé une maladie, la fatigue identitaire. Et du coup, ça nous permet aussi de faire la transition entre votre enfance et adolescence. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça a changé, en fait, cette situation entre les Blancs, c'est-à-dire entre les Français, et les autres, tous les autres? J'ai envie de vous dire que j'ai pas le droit d'être fatigué. Pourquoi? Là, je suis bon, là. Pourquoi? Ouais. Parce que cette République en question, c'est pour ça que je disais de manière un peu rigolote, cette école à laquelle je crois, républicaine, laïque, obligatoire, gratuite, elle m'a tout donné. J'ai été, moi, je me suis identifié par le mot et par l'acquisition du verbe. C'est-à-dire que vous savez, on dit souvent aux immigrés qu'on a été, aux fils d'immigrés, quelle chance vous avez une double culture. Toute mon enfance, j'étais balancé. Et moi, j'étais là, putain, mais je la vois pas, moi, la richesse. Double culture. Et donc, il y a la légende qui croit que finalement, on nous attribue 2 cultures, celle de la gauloise vers Saint-Gétorix, et puis il y aurait les Abbassides, la grande période arabe d'il y a je ne sais combien de siècles. Et moi, de mon côté berbère, je ne connaissais que 7 ans d'histoire. Mon père ne m'a raconté que la guerre d'Algérie. Donc, en guise de double culture, il y en avait une, c'était des murs pleins de sang, qui avaient une durée assez courte, 7 ans, et de l'autre, l'école nous proposait 2000 ans d'histoire. Donc déjà, premier problème, double culture. Et alors, quand je vous disais, j'ai pas le droit d'être fatigué, c'est parce que, à la fois, je suis là en me disant, mais quand est-ce qu'on va être français? Nous, pas blancs, pas catholiques et pas éternels. La fameuse France éternelle d'un certain François F. Il le rappelait il y a quelques semaines. Il disait la France éternelle.
Quand on entend ça, nous, les rebeux, on se dit, nous. Problème, je suis français. Pardon, j'ai une crise d'identité, excusez-moi. Et donc, cette putain de république à la française m'a tout donné. Et quand je vais en Algérie souvent, ou je vais au Maghreb, cet état de droit, cette putain de liberté d'exprimer, je n'ai passé ma vie qu'à contester, jamais au grand jamais, et je n'ai été censuré en quoi que ce soit, ou à titre personnel, ou à travers Zebda ou autre, jamais l'idée même, oui, bon, on s'en fout, vous pensez. Et donc cette chose-là, quand vous allez de l'autre côté de la Méditerranée, vous comprenez que vous tenez un trésor entre les mains quand vous êtes ici, malgré tout. Et donc, bon, ok, pas français tout à fait, comme ça, dans la rue, ouais, bon, on regarde noir, on ne dit pas il est français, on est un immigré sans papier. Eh bien, on fait avec, parce qu'en contrepartie, il y a ce trésor. Et donc, j'ai presque envie de vous dire, chacun d'entre nous a son fardeau, et au regard de ce que peut donner cette République, ça vaut le coup. Alors après, le problème, c'est qu'elle le donne à trop peu de gens issus des bas-fonds, et encore, ou issus de l'immigration. Cette école Conchéry, elle provoque, notamment dans tous les quartiers de France, un taux d'échec scolaire trop important. Mais vous avez le droit, j'ai entendu non. Allez-y, allez-y. Dites. Nous prendrons les questions à la fin de la discussion. Vous pourrez vous exprimer. Ce n'est pas une critique de l'école. Hein. Je parle du résultat en bout de course, pas forcément de la faute à l'école. Attention. Mais tu vois, on ne sait pas ce qu'on a applaudi. C'est-à-dire si on t'a applaudi parce que Oui. tu faisais l'éloge de la Oui, France, oui, c'est bien, oui, ou oui. si on Oui. t'a applaudi parce que tu disais que l'école, c'était pas encore tout à fait ça. À mon Oui. avis, ce qui est très intéressant, c'est que c'est les deux. C'est ça qui est vrai. C'est les deux. Moi, je vivrais nulle part ailleurs qu'en France. J'arrête pas de me balader. Je vivrais nulle part ailleurs qu'en France parce que la vie aux États-Unis, pour moi, elle est insupportable. Elle est supportable dans un tout petit bout de New York, et puis ailleurs, c'est à crever. En Chine, jamais. Au Brésil, un peu, mais plus maintenant. En Afrique du Sud, jamais. Bon, voilà. Donc, en Angleterre, n'en parlons pas. Bon. Donc, voilà. Donc, très bien. Je ne vivrai jamais mieux. Je sais que j'ai envie de vivre en France. Après, il y a quelques villes où on peut vivre, où on se sent libre, où on sent qu'il y a des choses, il y a des échanges libres qui se passent. Pas beaucoup, hein. Et donc, mais en même temps, c'est vrai que c'est pas encore assez. C'est pas encore assez bien. Et ça pourrait être pire. Largement. Nous allons revenir sur votre livre, Majid Cherfi. Vous avez exprimé ce sentiment. La plume m'a séparé de mes compagnons d'infortune, tous ces Mohamed de ma banlieue nord, hachés menus par une société qui a rêvé d'un vivre ensemble sans en payer le prix. Je raconte une fêlure identitaire, un rendez-vous manqué. Donc, quand ce rendez-vous a-t-il été manqué et pourquoi avoir utilisé cette expression ici ? Cette expression. Ce rendez-vous manqué. Oui. Oui, alors, à quel moment le rendez-vous a commencé à être raté, je ne sais pas. Moi, ma génération, j'ai un certain âge et qui donne 18 ou 19 ans en 81. Bon, je vous aide. Et les gens de notre camp, s'appelait la gauche, ou la gauche plus à gauche que la gauche, nous a dit que nous, les Arabes, on serait désormais traités en frères si c'était les valeurs de gauche qui étaient au pouvoir. Et c'est une période où justement émergeait ce qu'on a appelé la seconde génération, nous, nés en France, marche des beurs, marche de l'égalité, réception à l'Élysée par Mitterrand. Et alors déjà, il avait fait la promesse du droit de vote des immigrés. J'en parle parce que je trouve que c'est quelque chose d'absolument irréparable. Le droit de vote des immigrés, c'était infuser nos parents de
comment dire ça, la bienveillance républicaine. La bienveillance républicaine. Cette république n'a pas de bienveillance. C'est des lois, c'est des décrets, des principes. Il n'y a pas de bienveillance. Ces gens-là, si vous leur aviez donné, sans même exiger d'eux, et je vais loin, je suis comme ça, sans même exiger d'eux qu'ils soient français, donnez-leur le droit de vote. Ils vont nous infuser à nous d'une empathie républicaine. Vous voyez ce que je veux dire? On a été infusé de rancœur, quitte à ce qu'ils deviennent français par étapes. Ben oui, ils sortent traumatisés d'une guerre d'Algérie dont ils ont plus été victimes qu'autre chose. L'indépendance, c'est l'indépendance, c'est un truc comme ça. Mais pour l'immensité des gens, on reste dans la misère avec ou sans indépendance. Donc pour les immigrés, c'était le cas. Il n'y a pas eu la bienveillance. Donc, entre autres rendez-vous manqués, il y avait celui-là, ce fameux droit de vote. Et même, je vais aller plus loin, ils ne seraient pas allés voter. Mais oui, ils ne savent pas ce que c'est. Un droit de vote. Parce que, bon, ils descendent des montagnes. Nos parents, c'est des bergers, des paysans. Voilà, un immense rendez-vous manqué. D'accord. Et il y en a eu plein d'autres, il y a eu des occasions. Et alors là, c'était les parents, mais quand François Mitterrand reçoit la délégation des jeunes d'Iber à l'époque, il nous donne une carte de résidence de 10 ans. Mais nous, on lit entre les lignes. Ça veut dire que vous êtes de passage pour nous aussi. Et que vous aurez 10 ans. Et puis après, vous pouvez calter, s'il vous plaît. Et donc, ceux qu'ils ont... Ils ont pensé, eux, ça comme, on leur octroie 10 ans. Nous, ben oui, mais il y a les mômes. Et 10 ans. Et nous, donc, on intègre ça, finalement, de la pire des manières. C'est, ah ouais, on est encore de passage. Rendez-vous manqué. D'accord, merci beaucoup, Majid Cherfi. Alors maintenant, on va regarder une vidéo qui va faire écho à pas mal de choses qu'on a dites. Nous le souhaitons. Soir. Et ça parle. La vidéo parle pour elle. À le moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois. Et c'est Vercingétorix. Mon père est hongrois. On ne m'a pas appris l'histoire de la Hongrie. Mon grand-père maternel est grec. On n'a pas appris l'histoire de la Grèce. Au moment où je suis français, j'aime la France, j'apprends l'histoire de France, je parle le français et mes ancêtres sont les ancêtres de la France. C'est ça l'assimilation. Nous sommes français, nos ancêtres les Gaulois, un peu romains, un peu germains, un peu juifs, un peu italiens, un peu espagnol, de plus en plus portugais, peut-être, qui sait, polonais. Et je me demande si déjà nous ne sommes pas un peu arabes. Ah, il sait les faire, les phrases. Alors, Majid Cherfi, quand on est tombé sur cette vidéo en préparant cet entretien et qu'on a confronté un peu les deux discours, en ayant un peu étudié votre profil et vos œuvres, on est venu à se demander si vous vous considérez finalement comme étant une synthèse entre le gaulois de Sarkozy et le français déjà un peu arabe de François Mitterrand. Là, c'est la question qui fracasse, on dit à Toulouse. Tu me rappelleras ton prénom, s'il te plaît? On va dîner ensemble après, je crois. Non, je ne répondrai pas à ta question. D'abord parce qu'elle est trop dure. Et ensuite parce que j'ai une autre réponse. Et alors, Sarko, alors il dit, voilà, mon grand-père est grec. Hongrois. Hongrois, son père. Il y a du grec, il a dit du grec. Oui, tu as raison, il y a du grec, il y a du hongrois. Un père hongrois. Donc il est en train de définir justement son identité plurielle. Son identité plurielle. Et il la renie. C'est quand même incroyable. Donc il veut définir le gaulois par justement la multitude des identités. Voilà, donc c'est intéressant. C'est la notion d'assimilation qu'il a donnée. Il a dit le mot assimilation. C'est ça l'assimilation. C'est ça l'assimilation.
Donc ça, c'est terrible. L'assimilation et l'intégration, pour moi, c'est deux mots atroces, l'un comme l'autre. Parce que ce dont il s'agit, c'est pas de rendre pareil. C'est justement ça. Le point, c'est qu'il s'agit de faire un tout avec des différences. Pas du tout de rendre pareil. Ni assimiler, ni intégrer. Bon. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et Mitterrand était certainement moins con, ça c'est clair. C'est pas difficile. Le grand problème de Mitterrand, c'est justement de ne pas avoir appliqué ce qu'il a. Et alors, vous, du coup, Barbara Cassin, vous l'avez dit tout à l'heure, vous vous sentez corse alors que vous n'êtes pas corse. J'ai dit, je me sens chez moi en Corse. Je n'ai pas du tout dit que je me sentais Qu'est-ce que t'as corse. pris dans la... Je voulais vous demander, est-ce que après cette vidéo... Mais il faut arrêter de faire des adjectifs qui sont des adjectifs d'essence. Je ne suis pas corse. Je peux me sentir bien en Corse parce que j'y suis accueillie. Voilà. Tu pourrais te sentir bien en France. Je vis sens bien. Donc, est-ce que, finalement, est-ce que vous, aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez, vous aussi, quelque part, un petit peu arabe, finalement? Oh oui, finalement. Hein. Surtout quand je suis à côté de lui. Ouais. Voilà. Moi, j'aime bien l'idée qu'on devienne arabe par sympathie. Oui, Bon, tu m'as trouvé cool, tu dis, tiens, j'aimerais bien être algérienne. Oui, non, mais je peux être un peu arabe. Oui. D'ailleurs, moi, t'as dit la Corse, j'ai envie de regarder un petit peu des devis pour m'acheter une maison en Corse. Je l'ai laissé perplexe. Hein. Il faut enchaîner le quatuor. Non, je m'avoue vaincu, là. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, vous. Nous. Moi, j'avais une petite chose qui me trottinait pendant que vous parliez de manière fort courtoise et élevée. C'est mal barré, ça. Tu trouves? C'est l'idée que on n'est pas... C'est pas tant la différence qui tue des fois que la ressemblance. Oui. Parce que moi, j'ai été fracassé par mes potes qui étaient algériens et ils n'ont pas aimé que je me lève aussi parce que j'étais algérien. On ne t'aime pas parce que tu nous ressembles et que tu cherches à ne pas nous ressembler. On réfléchira à ça plus tard. Voilà, parce que souvent on dit « Ah oui, le problème c'est la différence ». Non. Des fois, on n'aime pas l'autre parce qu'il nous ressemble et que on veut pas qu'il ait... il permet trop un reflet qui me dégrade. Et je vois ma dégradation parce que je perçois ce qu'il est. Alors que, par exemple, on va admettre qu'un blanc s'élève. Puisque dans le mythe, le blanc est supérieur au black, au beurre, à je ne sais quoi. Il y a cette espèce de chose qui quand même est dans l'air du temps. Et donc voilà, et c'est cette idée que c'est aussi par la ressemblance qu'on est exclu. Et juste, si vous me permettez, la sensation que vous racontez, est-ce que vous l'avez sentie par vous-même ou est-ce que vous l'avez vue dans le regard de vos amis? Je l'ai compris, oui. Je l'ai compris parce que vous le vivez. Et ils le disent, alors pas comme je l'écris moi, parce que j'ai amené un peu plus d'érudition qu'en vérité, mais c'est on ne t'aime pas parce que tu nous ressembles. Encore une fois, je suis perplexe, là, donc on en parlera après si vous voulez. Mais... Oui. Barbara Cassin, pour finir un peu cet échange, si je ne me trompe pas, en 2009, dans Le Monde, vous publiez une tribune en référence encore à Nicolas Sarkozy. Sarkozy, avec un S, m'a tué. Donc la fameuse référence. Sarkozy est écrit normalement, mais m'a tué ER. M'a tué ER. Sur Internet, ça apparaissait avec un S à Sarkozy pour continuer en fait le jeu de mots de la faute d'orthographe jusqu'au bout en remplaçant le Z par un S. Non, c'était pas le cas. Non. Alors, autant pour moi. Sarkozy m'a tué ER, et vous faisiez finalement une critique du langage politique qui était finalement dégradé et affaibli. Et finalement, ce langage qui est le reflet de la culture française, si ce langage est affaibli et appauvri dans le discours politique, pensez-vous qu'il puisse avoir finalement un nivellement par le bas, dans le sens où est-ce que le langage du politique influe sur le nôtre, et si le leur est appauvri, est-ce que le nôtre en serait tout autant?
Il y a beaucoup de questions là à la fois. Mais d'abord, dans Sarkozy m'a tué, moi, c'était... vous savez, quand on écrit une tribune dans Le Monde, c'est à un moment précis pour une raison précise. Donc là, c'était l'histoire de la princesse de Clèves. Hein, donc l'histoire de la princesse de Clèves, c'était que la receveuse, là, elle n'avait pas... Qu'est-ce qu'elle a à lire, la princesse de Clèves, celle-là? Bon, donc ça, pour moi, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est par la langue et par la culture qu'on partage. C'est tout. Donc dire que la receveuse, elle n'a qu'à recevoir, hein, c'est ça que j'appelle une identité d'essence tragique. Bon. Non, la receveuse, elle reçoit en lisant La princesse de Clèves. Très bien. Bon. Donc c'était contre cette espèce d'identité d'essence absolument merdique qu'essayait qui se lisait dans les lignes, entre les lignes de Sarkozy. Bon. Et par ailleurs, il se trouve que quand on regardait sur le site de la République française les discours de Sarkozy, ils étaient pleins de fautes d'orthographe. Mais de fautes, mais franchement, il y a des fautes d'orthographe qui n'ont aucune importance, qui sont des fautes. Voilà, je ne sais plus ce qu'on avait hier, mais enfin bon, est-ce que ça change? Éléphant avec un F, je m'en fous, à la limite. Mais là où je me fous pas, c'est quand on dit il m'a tué, ER. Parce que là, ça veut vraiment dire qu'il y a quelque chose du fonctionnement de la langue qu'on n'a pas pigé. Et que donc, on ne comprend même pas ce que c'est qu'un sujet, un verbe, un infinitif. C'est vraiment, il faut recommencer. Il faut repartir à zéro et expliquer comment ça fonctionne une langue. Bon. Et comment ça fonctionne le français. Alors, c'était plein de défauts d'orthographe, dont, au bout de 5 fautes, on fout 0. Bon, la présidence de la République, tous les discours, il y avait 0. Bon. C'est quand même particulier. Bon. Donc, c'était ça, mon article, c'était cette double détente. Ce sale con qui ne veut pas que la receveuse puisse lire La princesse de Clèves, il a qu'à quand même corriger ses fautes d'orthographe. Bon. Voilà. Alors maintenant, votre question. Reprenez-la parce que je l'ai un peu oubliée. La question, dans le sens où si les politiques et dans un sens plus général, les médias, les personnes publiques, en fait, si leur langage est appauvri, est-ce que le nôtre en serait tout autant et leur responsabilité face au langage et donc au vivre ensemble? Oui, c'est énorme. La responsabilité du langage politique est considérable. Alors, je ne dis pas qu'il y a des vases communicants dans l'appauvrissement. C'est pas ça mon point. Mon point, vraiment, ce qui me préoccupe, c'est ce que Hannah Arendt appelait la banalité du mal. La banalité du mal, c'est de ne plus parler que par slogan, que par éléments de langage. Bon. Et ça galope dans les discours publics. Bon, l'élément de langage fillonneste actuel, c'est, voyez-vous, non, elle a travaillé, vous êtes misogyne, bon, ok, bon. On les voit, les éléments de langage, hein, et tout le monde va les partager. Bon, on les voit partout. Chacun des discours des candidats, il y avait des éléments de langage. Alors, il y en a des plus sympathiques que d'autres, mais c'est quand même dégueulasse, ça. Bon. Et ce que Hannah Arendt disait en analysant le discours d'Eichmann, c'était, eh bien, il ne parlait plus que par... elle ne disait pas élément de langage, elle disait... Oui, slogan, il y a même un autre mot que je cherche, cliché. Voilà, exactement. Il n'avait plus que des clichés à sa disposition. Ça, c'est vraiment la banalité du mal. C'est vraiment ne pas habiter sa langue, c'est lié au fait de ne pas habiter sa langue, de ne pas inventer, et d'être comme ça figé dans un béni oui-oui, enfin dans un bain de conformisme. Mais de conformisme, évidemment, toujours nivelé par le bas. Ça ne peut pas être autrement. Donc, oui, les politiques sont responsables de ne pas avoir un langage, disons, inventif. Hein, et on est imbu, pénétré par cette non-inventivité. Et on est tous responsables du fait qu'on ne met pas un mot différent de celui qu'on attend. Donc, au fond, peut-être ce qui pourrait nous rapprocher le plus, c'est l'idée qu'il n'y a pas de différence entre la poésie, la philosophie, la politique. Tout ça, il faut que ça invente dans la langue. Pour que ça fonctionne, pour que ça fonctionne bien, c'est-à-dire pour que ça fasse justement du lien, il faut que ça fasse de l'individu, de la singularité. Il n'y a pas de lien sans singularité. Et donc, c'est ça, la responsabilité des politiques. Alors, évidemment, prenons Trump. Là, on est dans le...
Oui, par le haut, ils ont le devoir d'exemplarité. Voilà. Il y a quand même un devoir d'exemplarité. Oui. Et, moi, je pensais justement à l'autre bout de la chaîne. Je reprends ma mère. Le mercredi, je l'accompagnais à la poste pour retirer du blé ou autre. Et elle s'adresse à la guichetière et dit « Tu me donnes l'argent, tu me remplis la fiche. » Moi, je la tire par la jupe. Non, maman, on ne dit pas tu, on dit vous. Tu me donnes l'argent de mercredi après mercredi, tu me remplis la fiche. Maman, je tire la jupe, on ne dit pas tu, on dit vous. Et pas, laisse-moi tranquille. On sort de la poste, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai dit, on ne dit pas tu, on dit vous. Et elle me dit, mais pourquoi, combien était-elle? L'effort de vouloir parler. Et cette putain de langue française, elle est intenable. À quel moment on dit tu, à quel moment on dit vous? Mais c'était le cas de celui qui veut faire l'effort d'accéder au code. Au code impossible. C'est toi qui avais les codes et qui voulais qu'elle les applique alors que ce n'était pas la peine. Parce que, la guichetière la comprenait. Oui, absolument. Bon. Absolument. Et deux, elle lui en voulait pas du tout de lui dire tu me remplis la fiche. Et elle la remplissait. Absolument. Bon. Absolument. C'est toi, c'est ta faute. Oui, absolument. C'est-à-dire que j'avais honte. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant passer aux questions. Donc, on va vous demander de privilégier quand même des questions courtes et, plutôt que des témoignages personnels. Et donc, Là, dans le fond. Je voudrais vous poser une question brève. Moi, ce qui me frappe à l'heure actuelle, c'est qu'on rentre dans un monde qui évolue de manière exponentielle. Je pense que j'étais très frappé par la remarque de M. Cherfi sur le fait qu'on est à la fois semblable et différent. Je pense que c'est quelque chose qui a lieu de plus en plus. C'est-à-dire, le progrès est exponentiel. On pourrait parler de fracture numérique, on pourrait aussi parler de distance géographique. Qu'est-ce que ça veut dire d'être différent quand il y a 1 heure d'avion entre Marseille et Alger? Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est un progrès exponentiel qui abolit les distances, qui abolit les différences de langage, ou qui les abolit pas, j'en sais rien. Moi, quand j'étais gamin, à 60 bornes de Paris, on ne parlait pas français. Quand les gamins du village voulaient m'emmerder, ils parlaient le picard. Donc la question que je vous pose, c'est où il est écrit que le cerveau humain, et je suis neurobiologiste, soit compatible avec ce qui s'est construit maintenant. On dirait que vous dites toujours, enfin j'ai vu les remarques de Mme Cassin dire « Ah ben oui, mais finalement il y a une manière de s'arranger ». Mais je trouve que c'est très judéo-chrétien. Qu'est-ce qui vous dit que c'est... Non, mais qu'est-ce qui vous dit que c'est... Ah ben on est bien d'accord, mais qu'est-ce qui vous dit que c'est arrangeable? Qu'est-ce qui vous dit que de mettre des gens si rapidement, d'abolir à la fois ces distances, ce progrès, vous savez, c'est le problème de l'interface homme-machine chez les pilotes à l'heure actuelle. Hein. Je veux dire, il y a un problème très profond d'une croyance, je trouve, dans le fait que le cerveau, si on utilise les bons trucs, va finir par trouver. Le cerveau, c'est 400 millions d'années d'évolution. L'avion, c'est 75 ans. Hein. Donc vous voyez, où il est écrit que ça peut s'arranger? Mais quoi? Qu'est-ce qui est si dérangeant dans votre... Je ne suis pas sûre... Ah, c'est ta Magid. Non, je ne suis pas sûr. Je crois qu'il pourrait répondre Barbara à la nous a suite. visé tous les deux, je crois. Et si vous voulez, pour moi, ce que j'ai compris de ce que disait Barbara, on peut s'arranger, c'est si on veut se donner les moyens que des gens en difficulté aient accès au code, ils peuvent avoir accès au code. Mais sur 3 ou 4 générations, sur des grandes distances, le cerveau humain n'a jamais été confronté à ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors maintenant, de quel code s'agit-il? Les vôtres m'ont l'air bien complexes. Les codes de la fraternité, en fait, pour dire les choses. Moi, je dirais ça. Deux personnes très différentes, que vous les réunissez par 1 heure d'avion,
Mais vous les réunissez pas par une heure d'avion. Comment vous les réunissez? C'est pas parce qu'ils sont dans le même lieu, à un moment donné, au bout d'une heure ou au bout de 10 jours, que vous les réunissez. Ils sont juste dans le même lieu, là. Mais... Oui, c'est vrai. De changer le temps pose un énorme problème dans la communication sociale pour un cerveau humain qui a été façonné par une évolution depuis 7 millions d'années qui n'est pas celle-là. Oui, c'est marrant, c'est pour un cerveau humain que je trouve très spécifique de votre question et très étrange pour moi. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi il se passerait quelque chose de pire pour un cerveau humain que pour un homme. Non, mais pas pire, différent. Non, mais je ne vois pas. Ça, j'ai du mal à piger. Je veux dire, j'ai du mal à piger la part de la cogniscience là-dedans. Excusez-moi. Enfin, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je peux vous donner quelque chose de différent. Peut-être que ça sera plus clair. On sait très bien construire des avions. On a toujours pris comme hypothèse que parce qu'on savait construire des avions, on aurait des pilotes qui seraient capables de les piloter. Eh bien non. Vous pouvez vous rapprocher du micro, s'il vous plaît? C'est-à-dire, si vous rendez actuellement les manettes au pilote d'un avion, à un moment où ça va mal, il fait tomber l'avion la plupart du temps. D'un autre côté, vous n'empêcherez pas les passagers d'exiger la présence d'un pilote dans l'avion. Le problème actuel, il est là. Bien, écoutez, nous avons écouté. Bon, je crois que c'est bien, hein, vous avez pris la parole. Allez, deuxième question, s'il vous plaît. Bonjour, je suis un élève du lycée Saint-Charles en classe de première L1 et je voudrais... Est-ce que tu es un bon élève? Assez, on va dire ça. Bon. En fait, je voulais vous... Est-ce qu'on peut éclairer un peu, parce qu'on ne vous voit pas là-haut? Vous voulez que je me lève? Oui. Alors voilà, je voulais poser une question par rapport aux vidéos de M. Mitterrand et M. Sarkozy qu'on a vues. Lors de la vidéo de M. Mitterrand, on pouvait voir une certaine ouverture d'esprit au monde, alors que sur la vidéo de M. Sarkozy, il y avait une sorte de renfermement sur la nation, sur l'esprit français. Comment peut-on expliquer cette sorte de régression de la vie politique? Merci. Barbara. Moi, j'en veux pas de celle-là. Non, mais attends, l'identité nationale ou le rapport entre, disons, les racines et la nation, ça, c'est une des menaces les plus violentes qui existe et qui a toujours existé et qui n'arrête pas d'exister. Je veux dire que si on regarde, moi je suis philosophe, si on regarde une phrase de Heidegger, on est en plein là-dedans. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans le monde, on est en plein dans l'enracinement. Bon, c'est horrible, c'est tout. Donc c'est pas une régression, c'est une base continue qui de temps en temps arrive avec Trump, avec ce qui se passe en Pologne, avec ce qui se passe... Bon, ça surgit tout le temps. Et n'oublie pas, cher ami, que c'est aussi une stratégie. C'est qu'il sait que s'il tient ce genre de discours fermé, exclusif, excluant, il sait qu'il y a des gens qui attendent ça. Pour voter pour lui. Pour voter pour lui. Oui. Oui. Et donc, il se trouve qu'il y a beaucoup de gens. Tout à l'heure, je parlais de Marine Le Pen. Depuis 8 mois, on me dit qu'elle est déjà au second tour des présidentielles. C'est quand même le signe d'une France qui dit quelque chose. Et donc ce Sarko, dans ce discours-là fermé, il veut récupérer des gens que ça rassure d'entendre une France éternelle, catholique et blanche. Oui. C'est aussi une stratégie... Mais c'est évidemment des stratégies politiques. À la limite, je dirais, il n'est pas aussi salaud que ses phrases. Ça j'en suis pas sûre. Ah! J'avais envie d'être tolérant. Une autre question, peut-être? Bonjour, en fait j'ai une question pour
Majid Cherfi, vous avez parlé du fait que quand vous avez commencé à écrire des chansons et des livres, que vous vous êtes éloigné de vos amis d'enfance et de jeunesse, et vous avez décrit ça comme si eux, ils n'étaient pas prêts à peut-être supporter le fait que vous étiez comme eux et à la fois pas comme eux en fait. Et en fait, moi je me demande si à ce moment-là, c'est pas important de distinguer entre différence et inégalité. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque, est-ce que ce genre de comportement ne s'explique pas aussi du fait que ce que Chantal Jacquel elle a décrit comme des transclasses, en fait, des gens qui ne reproduisent pas les inégalités sociales, justement, sont parfois pris comme exemple du fait comme s'il n'y avait pas dans la grande majorité une reproduction sociale, en fait, que normalement, en fait, ça n'arrive rarement que quelqu'un change de milieu social et que du coup, c'est dur de refuser de ne pas devenir cet exemple, en fait. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Oui, je crois vous comprendre. Si vous voulez, je vous dirais que quand on s'extrait, c'est une particularité, c'est pas la règle générale, et c'est ça qui est dérangeant. Et alors moi, je fais partie de ces cas plutôt pas nombreux. À 15 ans, vous vous rendez compte, j'étais moi sur le banc de ma cité, je lisais Maupassant. Et donc j'étais un martien. Et j'y suis arrivé parce que ma mère a décidé. Alors déjà, elle avait une espèce de postulat, je veux que mes enfants soient des étoiles. Et donc, elle a mis en place toute une stratégie pour qu'on n'ait jamais à quitter l'école. Donc elle demandait à ce qu'on soit collé les mercredis pour rester à l'école. Et puis faire en sorte qu'on soit tout le temps dans des familles françaises pour entendre la langue française. Donc elle a mis en marche une mécanique hors norme. Et malheureusement, il faut des mécaniques hors normes pour voir s'élever. Alors la question qui est posée, c'est pourquoi la société ne fait pas en sorte qu'un grand nombre parmi les plus défavorisés s'élève. Et là, ça m'échappe. Mais le projet de l'école, il est celui-là. Nous vous prenons tous à égalité et nous vous élevons de la même manière, sauf qu'on n'arrive pas à égalité à l'école. Dès le CP, on n'a pas les mêmes forces et on n'a pas les mêmes acquis, notamment nous qui étions algériens. Et c'est pour ça que je dis, elle nous a pris pour des Français. Et il n'aurait pas fallu qu'elle nous prenne pour des Algériens. Mais bon, je dirais moi que je crois en cette école, mais qu'elle a beaucoup plus de difficultés avec les élèves plus faibles et que ça marche bien quand on n'a pas trop de difficultés. Ça va? J'ai répondu? Alors avant de prendre une ou deux dernières questions, je vous rappelle que nos deux invités vous attendent dans le hall pour une séance de dédicace. Et crois-moi, en dédicace, avec Barbara, on n'est pas mauvais. Si, pardon, oui, pour parler de langue française, et avant de nous quitter de la langue, pardon, Barbara, donc ma mère me traquait, elle me disait « Mon fils, sicote, mon fils, sicote, arrête avec ton ballon, fais tes devoirs. Mon fils, sicote, arrête avec ses ballons, fais tes devoirs. » Et un jour, j'étais grand, j'étais au lycée, et je la vois débarquer une énième fois. « Mon fils, sicote !» Et je lui dis « Non, on ne dit pas icote, on dit écoute. » Et là, elle m'a répondu « Ta gueule !» La langue. Et là, je me suis dit, putain, elle est française. Merci à tout le monde. Un de vous quatre faire un mot de conclusion, je vous avertis, vous allez pas y couper. Je voulais poser juste une question. Qu'est-ce que vous seriez devenu sans votre mère? Je suis de... Qu'est-ce que je serais devenu? Non, je ne sais pas si je peux répondre à cette question, mais quand je regarde ma trajectoire, je ne vois qu'elle pour répondre à mes questions.
Tout à fait. Voilà. Et pas mon père, par exemple. Mais je pense qu'inconsciemment, elle y a répondu. Pardon? Je pense qu'inconsciemment, elle y a répondu à vos questions. Inconsciemment, oui, je sais pas. Peut-être, peut-être. Non, en tout cas, elle me regarde aujourd'hui en me disant, non mais qu'est-ce que tu crois que tu as fait? Une dernière question peut-être pour clore cette conférence, ici au milieu. Merci, bonsoir. Barbara Cassin, vous disiez au début que s'approprier pour un peuple, excusez-moi, vous ne me voyez pas bien peut-être? Non, c'est pareil. Pour un peuple, s'approprier une langue, c'est un peu comme s'approprier un butin de guerre, et finalement, ça peut être une fierté. Enfin, moi, je vois plutôt ça comme une sorte de cheval de Troie qui permet ensuite d'instiller une culture sans vouloir, sans que ce soit forcément officiel. Et je ferais peut-être un parallèle un peu osé, mais avec les grandes multinationales qui arrivent à internationaliser le nom de leur marque, comme Coca-Cola ou McDonald's, qui se dit partout de la même manière dans le monde entier, et à travers ça, qui permettent peut-être d'appauvrir une culture, mais en tout cas d'instiller leur culture nationale. Non mais d'accord, hein, tout à fait d'accord, ça dépend de l'instant où vous vous placez. C'est tout au moment de la colonisation, quand le français a occulté, quand par exemple Derrida apprenait l'arabe quand il était en Algérie comme langue optionnelle secondaire. Bon, voilà. Ça, vous avez complètement raison. Le français régnait et bon, comme un cheval de Troie et comme un cheval tout court là-dedans. Mais simplement, quand Kateb Yassine se dit le français est un butin de guerre, il l'a transformé. Ce poison, si vous voulez, ce possible poison, en possible remède, une possible bonne potion. C'est tout. Et je ne pense pas que ça soit vrai et faux. Vous voyez, je pense que c'est les deux. Je pense que c'est un peu vrai que c'est terrible d'instiller une langue dans une autre culture, et vrai aussi de dire que se servir de cette langue dans cette autre culture peut être génial. C'est tout. Je pense que c'est les deux. Et d'ailleurs, Kateb Yassine, après, a fini par ne plus écrire qu'en arabe, oui, à cause justement de la dominance du français. Voilà. Donc je pense que tout ça, c'est des questions réellement de politique, c'est-à-dire de moment. C'est du temps et du lieu. C'est pas du général. Merci à tous, on vous souhaite une bonne soirée. Et on vous retrouve pendant la séance de dédicace à l'extérieur.